Bonjour, merci. Ma voix va s'affermir. Mesdames, si vous me jetez quelque chose à la tête, si je vais trop vite, j'essaierai de ne pas aller trop vite. Merci mille fois à Anne Lacoste et à Mathilde Charrier pour le colloque, et je me lance. Alors effectivement, je suis tout ce qu'Isabelle Cécile vient de décrire. C'est vrai que je suis rentrée dans les collections Roger Violet il y a une vingtaine d'années pour à la fois monter la politique d'editing des collections en vue de leur numérisation, et puis c'est avéré bien évidemment que cette agence fondée en 1938 était fort riche de tirages anciens et même de tirages moins anciens, mais qui étaient rentrés dans le legs, puisque Roger Violet donc, est une agence fondée en 1938 à Paris, à partir de 3 fonds. Celui donc de... Je vous présente Hélène Roger et son époux Jean Fischer devant leur boîte. Donc des collections qu'Hélène a acquises auprès d'abord Laurent Olivier, qui était ce qu'on appelle à l'époque un marchand d'images, qui travaillait donc au 6 rue de Seine, en face du square de l'Académie française. Laurent Olivier avait acquis déjà le fonds de Léopold de Mercier, et il vendait des reproductions d'œuvres aussi bien aux maisons d'édition qu'aux magazines, mais surtout aux artistes et aux étudiants qui travaillaient bien évidemment sur la rive gauche, aux alentours de Saint-Germain-des-Prés. Les fonds réunis de Laurent Olivier et Léopold de Mercier représentaient, alors je vais être un peu riche en chiffres de temps en temps, environ 50 000 phototypes, essentiellement comptabilisés à ce jour des plaques de verre pour ces deux messieurs, auxquels Hélène Roger a adjoint donc, les fonds de sa famille. Le fonds Léopold Mercier est un fonds d'une très grande richesse et d'une très grande variété, exclusivement sur plaques de verre, beaucoup de reproductions d'œuvres d'art, beaucoup de reproductions de mobilier, une grande richesse aussi quant à la botanique, quelqu'un de passionné par la botanique, et avec de temps en temps des petits détours comme ici les sioux du cirque de Buffalo Bill qui était venu à Paris en 1905. Voilà, des fonds, comme vous le voyez, qui, au vu du quartier, pouvaient avoir une utilisation immédiate. Hélène Roger est la fille d'Henri Roger. Alors, Roger Violet, c'est le rassemblement. Henri Roger trouvait son nom excessivement conventionnel et pénible. Il avait l'impression qu'il ne se distinguait pas. Il a épousé une jeune femme charmante, très attachée à sa bicyclette, la jeune femme. Je le dis parce qu'il passe son temps à en parler, qu'il l'a beaucoup photographié avec sa bicyclette. Il s'est dit que Jeanne Violet, Henri Roger, Roger Violet, c'était beaucoup plus chic. Et il s'est lancé, d'où le nom de l'agence. Henri Roger était ingénieur de formation. Il est devenu bronzier d'art. Je ne sais pas s'il a travaillé chez Baguès. Je ne pense pas. C'eût été bien, mais je ne crois pas. Il a pratiqué la photographie en amateur toute sa vie en inventant des petits systèmes non déposés qu'il appelait bilocation, trilocation. C'était une très jolie famille où tout le monde était inventeur, ingénieur. Son frère, lui, fait partie des inventeurs de la télégraphie sans fil avec Eugène Ducretet. L'agence Roger Violet ferme entre 1939-40 et 1944-45. Les fondateurs ont la bosse du commerce. Ils vont, pendant la guerre, fonder une entreprise de savon dans la Drôme, à Pierre-Latte. Beaucoup de succès. Et quand ils reviennent au 6 rue de Seine, ils s'aperçoivent avec un très grand bonheur que rien n'a été pillé, rien n'a été dérangé. Les collections les attendent, elles sont encore sur les murs, encore un petit peu pauvres, hein, donc on est à peu près à 100 000 phototypes à ce moment-là, et ils se mettent à acheter des photographies avec un espèce d'appétit fou. On ne peut pas appeler ça autrement, ils avaient l'air de rien, c'était à la fin de leur vie, les deux petits vieux de la rue de Seine qui passaient leur temps à manger des tartines à la palette et à dormir sur le canapé de l'agence. Mais en attendant, à partir de 1945, ils acquièrent des fonds entiers de photographes. Quand je dis qu'ils acquièrent, c'est qu'ils acquièrent à la fois le bien et, tant mieux pour nous, les droits afférents aux photographies. Ce qui donne, vous imaginez, une latitude d'exercice assez fabuleuse. Le premier achat à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est Photorap, donc c'est le fonds de David Rapoport, un homme qui a hélas disparu en camp de concentration. Ça a été vendu par son fils, et les fonds du photographe russe Pierre Choumov. Je vous les passe rapidement, c'est pour vous montrer aussi la variété des contenus qui peut intéresser, le retour d'expérience que me demandait Anne Lacoste sur ce qu'est ce fonds, comment il arrive, comment on le valorise et comment il passe dans le bien public.
des grandes acquisitions par grande période. Là, je vous donne les 5 fonds acquis au début des années 60. Laure Albin-Guillot, donc effectivement, qu'on a largement montré et au Jeu de Paume et à la Maison des Artistes de Nogent. Henri Martini, qu'on a aussi montré au Musée Bourdelle, en comparaison avec un photographe contemporain. Jacques Boyer, proche du couple Pierre et Marie Curie, très intéressé par les sciences. Albert Arlingue, photographe parisien de la vie quotidienne, et Maurice-Louis Branger. Donc Arlingue et Branger ont ce site particulier qu'ils sont, je ne vais pas trop vite, qu'ils sont engagés au service cinématographique et photographique de l'armée entre 1914 et 1918 et nés tous vers 1870-1880. La photographie conserve, à part Martini, désolé, ils sont tous décédés 80 ans plus tard. Donc ce sont des fonds qui sont pléthoriques. Albin Guillot, c'est quasiment 100 000 phototypes. Martini, beaucoup moins, vraiment beaucoup moins, 15 000. On suppose qu'une bonne partie a été perdue. Jacques Boyer, environ 30 000. Albert Arlingue, environ 30 000. Et Maurice-Louis Branger, également environ 30 000. Sachant que, typiquement, quand on parle de non-dispersion des fonds, Branger, attaché à l'armée, a vu son fonds en partie partir au musée de l'armée, mais par intérêt du photographe. Donc là, on ne peut rien dire. Il a beaucoup travaillé et le fonds est en partie là-bas. Les acquisitions des années 70, alors ça c'est un fonds absolument pléthorique, en réalité composé de 3 ensembles. Boris Lipnitsky, photographe russe, venu à Paris au tout début des années 20, tombé ami de Paul Poiret, parce qu'il y en a qui ont de la chance. Et ayant photographié donc, toute la production de Poiret, parti rejoindre Marc Chagall pendant la Seconde Guerre mondiale avant de fonder le studio Lipnitsky à son retour de la guerre, et Bernard Lipnitsky, son neveu, donc, qui est celui avec Boris, qui nous a vendu la collection. C'est un ensemble d'1 million de négatifs avec environ 600 000 tirages d'époque. Voilà, c'est des ensembles, comme je vous le disais, conséquents. Et enfin, une acquisition pour 1 franc symbolique en 1971. Les fonds Ferrier-Soulier, Léon et Lévy, Nordheim et compagnie des arts photomécaniques. Marie-Ève, là, elle a fait sa thèse sur Nordheim. Les 4 se sont fondus ensemble. Il ne suffirait pas d'une demi-heure pour raconter l'histoire, donc passons. Mais vous voyez la variété des choses. Toujours est-il que lorsque Jean Fischer, pardon pour le côté détective de ma présentation, mais Jean Fischer assassine Hélène Roger, se pend en prison. En 1985, le fonds est en attente de dévolution, mais les dispositions du legs sont claires. Ils désirent et désiraient tous les deux, c'est pour ça que la décision a été respectée, que les collections qu'ils ont constituées entrent à la ville de Paris. Le maire de Paris accepte bien évidemment cette donation, et puis on tombe dans un vide juridique. 1985, 95, un administrateur judiciaire donc, surveille l'agence. Les documentalistes redoutables auprès desquels j'ai débuté, pour s'il y a des iconographes dans la salle, ils s'en souviendront, protègent la collection contre toute velléité de rachat, de dépouillement, de petits pillages, on va dire divers et variés. Et lorsque, en 1995, le maire de Paris, à l'époque Jacques Chirac, donc nomme Henri Bureau administrateur de l'agence, les documentalistes ont non seulement préservé la totalité des biens, mais aussi économisé l'équivalent à l'époque d'une dizaine de millions de francs en faisant leurs activités commerciales. Alors tout ça a une importance évidemment énorme, parce que vous imaginez que cette manne financière est ce qui a permis à Henri Bureau, à l'époque, de lancer la politique de numérisation. Une politique de numérisation excessivement logique, excessivement efficace. Alors c'était mené tambour battant. C'est dans ce cadre-là que j'ai rejoint l'agence. Pour vous donner le contexte, Henri Bureau donc, est reporter de guerre, enfin était reporter de guerre, il est un des fondateurs de Gamma, il est passé par Sigma, une partie de ses collections était chez Corbis. Je suis effectivement, moi, historienne de l'art, spécialisée fin 19e, début 20e. J'avais fait ma thèse sur Mariano Fortuny, Madrazzo, celui de Venise. Vous imaginez l'association de la carpe et du lapin pour mener la politique de numérisation. Toujours est-il que les deux, avec une passion mais plus qu'énorme et tangible pour la photographie, on s'est lancé dans l'affaire avec un double approche. Numériser la totalité de ce que les iconographes empruntaient
à l'agence Roger Violet. Reproduit ou pas reproduit, la totalité. Ensuite, tous les sujets qui nous paraissaient importants, incontournables, déterminants. D'abord les grands, ensuite les moyens, après les petits. Ça va de la Première Guerre mondiale, la Seconde, la guerre des Balkans. Les derniers petits, fort jolis, étant, pour exemple, la vie mondaine sous le Second Empire. Très chic. Moins utilisé que la Première Guerre mondiale, mais quand même très chic. J'avoue que c'est moi qui y tenais beaucoup plus que lui. Pendant 10 ans, on a enterré la terre entière. C'est-à-dire que toutes les personnalités, d'abord de plus de 80 ans, dans la première année, on a fait leur nécro. Ensuite, on est passé au plus de 70, après au plus de 60. Quand on a eu fini, on s'est attaqué à tous les autres. Bref, 10 ans menés de ce genre de numérisation ont fait que l'agence Roger Violet, qui était une agence historique, un peu ancienne, un peu pépère, bien enquistée dans son 6e arrondissement et au calme, au pied de la cloche de l'Académie, a été un des précurseurs de la numérisation et de la diffusion via Internet de ces collections. Ce qui signifie également qu'à partir de cette période, nous n'avons plus produit aucun tirage physique, nous n'avons plus sorti aucun tirage physique, tout simplement parce que pour tout ce qui était à l'intérieur de l'agence jusqu'en 1985, ces biens-là font partie du legs Roger Violet. Aussi bien les tirages qu'on expose, mais on commence et on expose de plus en plus de tirages des années 50, 60, 70, réalisés par les soins de l'agence, qui, le temps passe, deviennent des objets plus qu'exposables, plus que bien produits, et intéressants d'un autre point de vue, évidemment, que les tirages venant de chez Lipnitsky, de Laure Albin-Guillot, des ateliers Fresson ou d'autres. Là, nous nous arrêtons, je suis en gros en 2005-2006, et puis pour faire respecter justement les conditions du legs, il fallait intégrer ces collections à une institution patrimoniale ou l'appuyer au moins à une institution patrimoniale. C'était un challenge absolument insensé parce que au niveau de la diffusion, nous exercions sous une égide essentiellement privée alors que nous étions tenants de biens publics. C'était moi qui avais le cul entre deux chaises, puisque la mairie de Paris était, comme on disait à l'époque, mon client. Donc c'était à moi de faire payer à la ville de Paris des droits d'utilisation pour son bien. La situation n'était pas tout à fait confortable. Il a fallu la défendre pendant un petit moment. Je pense que la mairie a commencé à comprendre les choses, mais en même temps, les dispositions étaient compliquées. Comme disait Isabelle Cécile, les collections Roger Violet, ce sont 8 millions de phototypes. Et là, je ne compte que les phototypes. Il y a aussi toutes les archives, il y a quelques petits mobiliers, il y a aussi un cabinet d'estampes extraordinaire, parce que ce qui servait à créer parfois des négatifs, c'était des gravures, 17e, 18e, 19e, des lithographies, pas mal d'articles de presse, une bibliothèque plus que conséquente. On n'a peur de rien chez Roger Violet, on avait envie de reproduire, crâné par rapport à l'ABN, l'encyclopédie Diderot et d'Alembert, qu'à cela ne tienne. Ils allaient l'acheter sur les quais. Et c'est comme ça que dans les collections Roger Violet, il y a une magnifique 2e édition de l'encyclopédie Diderot et d'Alembert. Et là, je vais tenir l'autre côté de la banderole de Raphaël. Ce sont vraiment des collections qui ont leur sens dans leur intégrité et dans leur intégralité, mais j'y reviendrai. Toujours est-il, quand donc 2005-2006, la ville de Paris décide de créer une instance qui s'appellera la Parisienne de photographie et qui s'appelle toujours la Parisienne de photographie et qui répond à un appel d'offres un peu téléguidé qui prend la suite de l'agence Roger Violet pour conserver donc les collections Roger Violet, numériser et diffuser la totalité des collections de la ville de Paris. La politique de numérisation change du tout au tout. Il s'agit de répondre au volume désiré par nos élus dans le cadre du contrat. Répondre aux attentes des élus en termes de volume, on ne s'y est pas forcément pris d'une façon tangible du point de vue de la diffusion, puisque les pénalités de retard dans la délégation de services publics que nous avions n'étaient posées qu'en vertu du nombre de numérisations non réalisées. Alors je ne me suis absolument pas attaquée aux collections des voisins, que ce soit le musée Carnavalet, le musée Cernuschi, la bibliothèque administrative de l'hôtel de ville. Finalement, je me cantonne évidemment aux collections dont j'ai la charge. Vous voyez le résultat aujourd'hui, 555 155 photographies numérisées ne sont visibles
et qui plus est que sur le site commercial de la Parisienne de photographie, que 257 000, ce qui pose une grande question en termes d'organisation et de ce qu'on attend d'une délégation de service public pour la diffusion. Sachant que le modèle économique que nous avions visait à rentabiliser quelque part ce que vous avez sous les yeux. Là, ce sont les petites mains merveilleuses des restaurateurs et restauratrices de la RCP qui travaillent sur un ensemble de photographies enchâssées. Pour autant, dans le même temps que des objets très précieux sont traités à la pièce, nous étions depuis 2002 à travailler sur le plan nitrate instauré par la ville de Paris pour reconditionner et trier tout ce que nous pouvions reconditionner et trier. Le dispositif de la délégation de service public de la Parisienne visait à être subventionné pour les actions de conservation et de numérisation et que la partie commerciale de l'ex-agence Roger Violet se rentabilise elle-même, génère éventuellement des bénéfices qui seraient réinsufflés dans la conservation des dites collections Roger Violet. On a pu bénéficier dans le même temps des subsides du plan nitrate qui transitait par la RCP et qui venait donc de la direction des affaires culturelles. Toujours est-il que sur les 4 millions de phototypes transparents, nous conservons 1 million de supports en nitrate de cellulose. Tous ont été extraits, à l'exception notables, que nous devons reprendre d'ailleurs, des collections Nordine, Léon et Lévy, Compagnie des Arts Photomécaniques, en ce sens que l'ordonnancement de ces collections rend le tri excessivement fragilisant pour l'intégrité du fonds. Donc ce dispositif, Anne, tu m'as demandé d'être très honnête sur les résultats, je vais l'être, positive mais honnête, n'a absolument pas porté ses fruits. C'est-à-dire que les produits, vous imaginez bien, de la diffusion n'ont absolument pas compensé les coûts de la conservation des biens. Ce qui s'est passé en 1998, l'invention de Google et du clic droit, a été un tout petit peu dommageable en termes de valorisation des cessions de droits, c'est-à-dire qu'on a vu les ventes s'effondrer complètement, les profits s'effondrer bien évidemment avec, et les bénéfices escomptés disparaître très 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 loin. C'est là où on avait beaucoup de chance, c'est-à-dire d'être appuyé par le plan nitrate, d'être étayé aussi par les actions que nous avions à mener. Donc on a procédé au tri, c'est-à-dire que 3 400 000 supports ont été triés, il nous reste les 600 000 des collections précitées, reconditionnés, pas forcément à la pièce, reconditionnés à la pièce quand ça se justifiait du point de vue de l'altération, reconditionnés en attendant pour le reste. Et puis on a eu aussi la chance d'être appuyé par un architecte de la direction des affaires culturelles et puis par la RCP pour faire construire des réserves dans le 12e arrondissement. Les collections Roger Violet sont aujourd'hui réparties sur 5 sites. Donc il nous reste encore des tirages rue de Seine, en zone inondable pour ceux qui voient la carte, rue des Arquebusiers, en zone inondable pour ceux qui voient la carte. On est le Marais et la rue de Seine, c'est-à-dire qu'on a bien choisi les lieux. En termes de zone inondable, alors ça n'est jamais arrivé, sauf à la cave de la rue de Seine, mais les petits tours à 6h du matin quand la Seine monte, c'est ma spécialité. On a délocalisé une partie des collections à Chartres, chez Everial, dans une pièce de haute sécurité avec une hygrométrie et une température qui va bien, des collections qui en réalité ont été extraites de la rue de Seine et sont peu fréquentées, mais qui surtout méritaient d'être sorties du sous-sol, vous l'imaginez bien. On a une cellule au CNC, au Centre national du cinéma, une cellule qui est un crève-cœur, très sincèrement. Alors il a fallu concéder le déménagement de ces collections, ça a été un cauchemar, parce que les cellules du CNC, si elles sont safe du point de vue d'une explosion, ça ne touchera probablement que les lapins et les platanes. Les conditions de conservation, c'est l'humidité relative dans la campagne. Il y a de la place comme ça sous les portes. Alors ça fait la circulation d'air, mais au niveau de l'humidité, c'est vraiment problématique. Donc voilà, c'est une collection sur laquelle je voudrais que nous revenions vraiment travailler pour qu'elle arrête de s'altérer. Et donc le 5e lieu, les réserves de la rue du Brinfaux. Alors pour aller dans le sens de ce que disait Agnès Gallortlick ce matin, les réserves de la rue du Brinfaux ont été construites pour un projet de mandature et sur le plan nitrate. Nous avions demandé avec l'architecte un lieu qui ne soit si possible pas ce que nous avons obtenu, c'est-à-dire un magnifique transformateur électrique du début des années 30 avec ce ciment merveilleusement poreux qui fait qu'à l'intérieur vous êtes à l'extérieur.
On a eu un architecte un petit peu particulier et enjoué qui a eu une entreprise assez particulière et peu enjouée, qui a margé sur les gens qui l'a fait participer. Ce site a été une source d'ennui sans nom et de joie parfois profonde, parce qu'on était quand même content de délocaliser ces œuvres, puisque de fait, si elles restaient rue des Arquebusiers, on était pratiquement à 1,5 tonne, 1,6 tonne de nitrate de cellulose sur site. Mais voilà, c'est un site qui mérite d'être revu et qui, je pense, s'inscrira dans un projet plus large de révision de réserve par la ville de Paris. Et là, je compte sur Agnès pour pousser sur tout ce qui sera écologie et inertie, parce que vous imaginez bien que notre rêve, avec des machines qui ne se répondent pas, qui ne se parlent pas, le soleil qui tape sur du BA13, enfin bon. Si vous avez besoin d'un retour sur emmerdement, on est là, on connaît bien. Voilà, c'est la vie des choses qu'on n'obtient pas, mais on n'a pas obtenu plus, parce que le projet devait être bouclé, encore une fois, dans la mandature. Je ne saurais trop quand même insister sur le fait de convaincre les élus, peut-être de s'asseoir dessus jusqu'à ce qu'ils signent quelque chose, mais c'est une vraie difficulté. Ensuite, bien évidemment, pour communiquer ces photographies, pour les montrer, pour les diffuser, modulo ce que je vous disais de cette, je ne sais pas comment appeler ça autrement, mais rétention quelque part de ces 240 000 phototypes déjà numérisés, légendés, jusqu'où on pousse l'indexation pour les diffuser, pour les amener vers le public, vers les chercheurs. Je vous montre une photographie de Laure Albin-Guillot d'une de ses expositions à Paris vers 1935. Quand on zoome dans la photographie, on peut tout découvrir, on peut tout pratiquement dater, on peut pratiquement tout identifier. Est-ce que ça a un sens que nous allions jusque-là, sachant que travailler sur cette photographie prend facilement 2-3 semaines pour identifier tout le monde? Est-ce qu'on va identifier les lampes? Est-ce qu'on va identifier la micrographie? Ou est-ce qu'on se dit que la directrice des collections travaillant sur Laure Albin-Guillot chez Roger Violet va vous faire la corrélation? On essaye d'articuler entre les deux, de pousser les choses, on va dire, au plus juste, au plus simple, pas forcément au plus rapide, mais au plus efficace, c'est-à-dire d'apporter aux collections dont nous avons la charge tout ce que nous sommes en mesure d'y apporter. Je précise, et c'est là aussi je m'aligne sur mes petits camarades, nous ne sommes que 3 pour nous occuper des 8 millions de phototypes. On est très pugnace, on est très patiente. Nous, avant de rentrer à la bibliothèque historique de la ville de Paris, on avait réalisé à peu près 500 000 lignes d'inventaire aux normes Musée de France. On pensait qu'on allait rentrer dans un musée. Donc, nous sommes rentrés dans une bibliothèque. On est en train de s'habituer aux normes EAD, donc, qui vont aller dans le catalogue des bibliothèques spécialisées, sachant qu'on a des petits modulos des fois sur l'EAD, alors certainement parce qu'on ne le maîtrise pas beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a des subtilités pour le médium photographique qui semblent un tout petit peu manquer et qu'on se proposait de faire évoluer, si tant est que ce soit justifié. Donc je vous parlais de rentrer dans la photographie, et je parle aussi de l'EAD parce que l'EAD suppose un peu d'indexation, c'est-à-dire c'est un système d'inventaire qui mène vers l'indexation. Typiquement, bah là tiens, je vais vous prendre l'exemple. Le fonds Léopold Mercier, je vous montrais, c'était les sioux, la plante et le sublime buffet Henri II du début. Le fonds Léopold Mercier, il est contenu dans les 30 000 premiers numéros des collections Roger Violet. Au début de l'exercice de la Parisienne de photographie, faire du volume, faire du tri, j'avais peu de personnel pour le faire. Ma directrice de l'époque m'a dit qu'à cela ne tienne, allons-y, on numérise les 30 000 premiers numéros. Je me suis assise dans la mesure où les 30 000 premiers numéros, il y avait je ne sais combien de photographes à l'intérieur, que je ne pouvais pas ignorer que c'était très mal légendé, très mal daté, et qu'au niveau des crédits, c'était plus qu'aléatoire. Peu importe, roule bolide, on a numérisé les 30 000 numéros. Je précise que ça a été fait, ça a été fini vers 2008-2009. Hein. Nous sommes en 2018, je viens enfin de trouver le temps de me poser et de commencer à réviser les 30 000 premiers numéros. Je suis une fille optimiste, j'ose espérer avoir terminé l'année prochaine, enfin pas celle-là, hein, celle d'après. Il faut tout reprendre. Et là aussi, se poser de temps en temps la question de l'indexation et de la richesse de ce qu'on propose en termes de restitution aux gens qui vont chercher. C'est une jardinière donc, du château de Fontainebleau, jusqu'où on va, jusqu'aux petites ailes, jusqu'aux ferronneries, sachant qu'on peut tout, bien évidemment, retrouver. Si je zoome dans la photographie,
les petits vases, la sculpture de Clodion ou d'un autre derrière, est-ce qu'on va jusque-là? La réponse est non. Il faudrait vraiment que j'ai une épiphanie sur ce qui est représenté pour l'ajouter. Je rassure tout le monde, ça n'arrive pas. J'ai peu d'épiphanie sur les arts décoratifs Empire et Second Empire, encore moins sur les buffets Henri II. Mais par contre, je dois avouer que, alors que j'étais extrêmement contre les numérisations sans inventaire, je le suis toujours parce que les inventaires se font en réalité a posteriori, ce qui est un pinsomme. Reconnaître un buffet Henri II d'un buffet François Ier, ça m'aide que ce soit numérisé. Je m'en sortirais beaucoup moins bien sur une plaque de verre négative. Mais on ne voit pas l'état de l'œuvre. Et donc on ne peut pas statuer sur son état ni noter son état au fur et à mesure qu'on revient là-dessus. C'est ce que nous faisions dans les premiers inventaires. Un autre exemple, Boris Lipnitsky, chez Albert Roussel, le compositeur, à Varangeville, au lieu évidemment de la culture et de l'art fin des années 20, 30 et début des années 40. Mon goût, mes pentes naturelles, idiotes et amatrices d'animaux, me ferait aller jusqu'à indexer la chose à strabisme et coussinet. Bah, oui, pourquoi pas, mais on s'est arrêté à chat, évidemment. Je crois que mon collègue a quand même mis siamois, parce que voilà, c'est tombé comme ça. Et ben, il faut aller jusqu'à chat, absolument, parce qu'en fait, dans les modes d'utilisation de ces photographies, le nombre de gens qui vous demandent des photos de chats est extraordinaire. Le nombre de gens qui se tamponnent d'Albert Roussel, immense. Donc, voilà, il faut peser en termes muséals jusqu'où on va, jusqu'où on ne va pas. Bon, après, je vous avoue, on se fait des plaisirs de temps en temps, mais des choses un petit peu saugrenues dans les indexations, mais on s'en sort finalement. Donc, je dis on s'en sort parce que c'est vrai qu'il y a un moment où le fait d'avoir été rattaché à une institution patrimoniale suppose, à mon sens, bassement matériel, quelque part administratif et au service du bien public, que ces 8 millions de photographies léguées par la volonté des donateurs au bien public soient visibles du dit public qui paye ses impôts pour leur numérisation, leur soient restituées. Alors se pose évidemment la question de l'exploitation, puisque quand on a utilisé les subventions à numériser ce que vous voyez ici, donc Jacques Boyer, Maurice Louis Branger, Jacques Cunière, j'ai fait exprès de vous sortir ces 3 fonds parce que ce sont 3 fonds importants qui ont été numérisés sans inventaire. Et vous voyez la proportion de ce qui est visible sur le site commercial de ce qui ne l'est pas. Et c'est une vraie question, parce qu'un chercheur qui va s'intéresser à Maurice Louis Branger, bien évidemment, il sera le bienvenu chez nous. Est-ce que vous pensez qu'à 3, nous aurons le temps de lui sortir les 30 000 plaques de verre? La réponse est non. Donc on le place devant un ordinateur pour qu'il regarde les 30 000 numérisations existantes. Je dis on le place devant un ordinateur tout simplement parce que je voudrais insister sur une chose, c'est, et je vous demande pardon, je ne sais plus qui en parlait ce matin, sur les numérisations et les migrations de données. Je pense que nous sommes à peu près à la 3e migration de base en 20 ans. C'est fou ce qu'on perd comme petit à chaque fois qu'on migre. Heureusement qu'on sait à peu près qui on a numérisé, qui on n'a pas numérisé. Alors je vous passe le fait que des numérisations qui ont 20 ans, 10 ans ne sont plus utilisables, parfois. Alors c'est pas qu'elles ne sont pas ouvrables, hein, c'est juste que c'est des cubes qui se succèdent parce que les normes de numérisation ont évolué, mais aussi en migration de base, on perd. Donc pourquoi nous faisons venir les chercheurs aujourd'hui auprès de nous, rue des Arquebusiers? C'est tout simplement parce qu'on les fait actuellement travailler sur l'ancienne base et pas sur la nouvelle, parce qu'on ne retrouve pas nos petits. Et moi, pour créditer en ce moment et pour revenir sur les légendes de tous les Léopold Mercier, enfin des premiers 30 000 numéros Roger Violet, je travaille aussi sur l'ancienne base. Donc il y a vraiment une question de patrimoine, évidemment, premier, qui est celui des œuvres dont nous avons la charge, et de patrimoine secondaire, qui est ce patrimoine numérique qu'on a créé à partir des œuvres qui permettent de ne pas les redéranger et de ne pas les pousser dans tous les sens. Alors on a quand même des petits plaisirs de temps en temps, ça c'est mes 2 derniers dans la collection Léopold Mercier. Je ne sais pas pourquoi Léopold a quitté sa chambre au moment de faire la photographie, j'aurais adoré voir la tête qu'il a. Vraiment, ça fait partie des choses qu'on est content de retrouver et que la numérisation nous aide à faire. Et puis vous dire effectivement que la notion du partage qu'on peut avoir aujourd'hui, avec tout ce que je vous ai décrit de ce dispositif, c'est un partage aussi bien au niveau institutionnel, parce que
On ouvre les collections Roger Violet depuis 20 ans à tout le monde possible, c'est-à-dire nos collègues, les institutions, toute institution qu'elle soit, française et étrangère, les particuliers quand ils veulent chercher, les restaurateurs quand ils veulent travailler, ceux qui veulent exposer. On a commencé à prêter très tôt au musée d'Orsay, mais vraiment très très tôt, je pense que c'était 98-99, on s'est lancé dans une politique patrimoniale de très grande ampleur, et cette notion de partage du bien public, je ne peux pas insister plus. Alors effectivement, contrairement à beaucoup d'entre vous, mes photographes, avec plein de guillemets autour du possessif, sont morts. Alors j'ai assez peu d'ennuis. En plus, les droits ont été légués. On a encore moins d'ennuis. Mais il n'empêche qu'on reste les agents de nos photographes, qu'on est là pour les pousser, qu'on est là aussi pour pousser un patrimoine qui est bien particulier, un patrimoine photographique. Alors j'ai un credo qui est, comme Raphaël, celui de la défense de l'intégralité et de l'intégrité du bien. Ces fonds Roger Violet ont leur sens mélangés, ont leur sens ensemble, ont leur sens dans leur intégrité, encore une fois, et dans leur intégralité. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent être strictement conservés au même endroit, mais je trouve que 5 endroits, ça suffit bien. Que le travail qui nous reste à faire sur ces collections est énorme. Je pense que voilà, au niveau des inventaires et de ce que nous pouvons apporter, parce que mes collaboratrices et moi, on est 2 à y travailler depuis 20 ans, une depuis pratiquement 10 ans. Martine connaît les collections et leur topographie comme personne, Aurore également, moi par la force des choses. On ne se rend pas compte, tenant des collections que nous sommes chacun, d'à quel point, quand on en parle auprès des chercheurs, on enrichit la notion et la connaissance qu'ils en ont, en même temps que eux nous enrichissent des recherches qu'ils font. Et être chercheur au sein de collections que l'on conserve permet aussi de se mettre à la place de celui qui va chercher, sans aller jusqu'au trabisme et au coussinet, hein, mais quand même, il y a quelque chose. D'avoir aussi cette idée qu'une photographie n'est pas une image, qu'elle est matérielle, qu'on a beaucoup de travaux ingrats à faire avant de réaliser des expositions comme celle qu'on a faite à Montbéliard, qui mélange effectivement les collections du musée Nicéphore-Niepce avec les collections Roger Violet. De voir qu'on peut faire cette exposition de manière différente du point de vue historique, ce qui était la commande qu'on avait reçue de Montbéliard, aborder les années 20 sans parler de guerre, de féminisme, d'immigration, de fascisme, de nationalisme et de guerre. Ça s'appelle un challenge. On s'en est sorti. Bon, après, on est de très mauvaise foi avec Sylvain Besson. On a terminé notre exposition avec la une de vue aux armes pacifistes, évidemment. C'était pacifiste, non? Voilà. Ou l'exposition de Laure Albin Guillot, pour le coup, conservation préventive friendly, parce que ce ne sont que des reproductions à la fois de tirages anciens et de négatifs. C'est important de partager aussi à tout point de vue, d'insister sur le fait que la photographie n'est pas une image, n'est pas un document, mais si elle peut servir de ça, qu'elle est un objet, que cet objet doit être respecté. Laure Albin Guillot est décédée à la Maison des artistes de Nogent, l'exposer dans cette maison, échanger avec des artistes qui sont ceux qui aujourd'hui nous font travailler, me paraît, excusez-moi, tout aussi important que le public des écoles. Et puis finalement, le vrai retour d'expérience sur les 20 ans passés, c'est que je crains que pour nos élus, il faille qu'on continue d'expliquer que pour conserver et transmettre le patrimoine, plutôt que d'en attendre un retour quelconque, qu'il faut dépenser finalement beaucoup, que ce soit de temps et de fait d'argent, pour le conserver en forme.